dire. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement? Eh bien simplement, je suis Gabriel. Dans cette étiquette sociale, je chemine dans cette incarnation en tant que Gabriel. Voilà, je suis du Nord-Est, je suis de Nancy. Avant Nancy, j'étais à la frontière luxembourgeoise à Longwy. Je suis né à Longwy. J'ai fait mes études dans le secteur Nancy-Saint-Dié-Vosges. Puis après, j'ai vogué, j'ai navigué, etc., etc. J'ai cheminé dans la santé en tant qu'infirmier. Et puis, je suis passé du thérapeutique au préventif avec des formations professionnelles autour de la santé, du stress. Et comme j'étais déjà dans l'énergétique avec les soins énergétiques, que je pratiquais depuis plusieurs années et que j'enseignais depuis plusieurs années, eh bien, est arrivé sur mon chemin le fameux DVD Lumière, que beaucoup connaissent, mais encore beaucoup de gens ne connaissent pas, que j'ai complètement rejeté au début en tant qu'infirmier, en disant n'importe quoi, on ne peut pas plus s'en manger, etc. C'est pas possible. Voilà. Puis, comme j'ai toujours eu cette politique de ne pas s'arrêter au croire, mais de me donner les moyens pour savoir, donc je suis passé de crétin fini à crétin moyen. Donc je me suis intéressé au sujet pour dire mais c'est quoi l'histoire là, et puis j'en ai fait un objectif en disant je fais des soins énergétiques, et donc les soins énergétiques, enfin donc l'énergie peut me nourrir aussi, donc je serai pranique. J'ai commencé comme ça. Et puis j'ai compris progressivement que c'était pas ça, que c'était absolument pas en voulant que ça marchait le mieux, et que quand bien même ça marchait, c'est pas forcément en étant pranique que pour autant vous serez plus heureux. Parce qu'il y a ça aussi. Qui est dans une vidéo, vouloir devenir pranique. C'est 3 gros mensonges qu'on peut se faire. De bonne foi, nous sommes dans une société où il faut faire pour avoir. C'est ça. Et on a confondu le avoir avec le être. Écoutez cette chanson de Yves Duteil, Être ou avoir. Tu la connais? Chanson pas du tout connue. Et donc j'ai cheminé comme ça jusqu'à aujourd'hui, où j'accompagne depuis fin de cette 7e année maintenant, en octobre 2020, donc des groupes et des individus, non pas sur le fait de devenir pranique, mais sur le manger moins, manger mieux. J'ai des gens en consultation régulièrement, encore hier, avant-hier et avant-avant-hier, sur une meilleure relation plus saine, plus nourrissante à tous les niveaux avec la nourriture, sans qu'ils veuillent absolument être praniques eux, ou vouloir arrêter de manger. Puis j'accompagne des groupes et des individus sur la pause alimentaire, avec l'ingrédient prana, parce que c'est plus nourrissant le prana que sans le prana, le fait d'être en jeûne, pour finalement apprendre aux gens à mieux gérer leur santé. Dans la gestion des pensées, des émotions, de la nourriture, et dans une meilleure affirmation de soi. Tu parlais de la différence tout à l'heure, la meilleure affirmation de soi. Et en conséquence de quoi, peut-être, certains contacteront l'état pranique ou pas, mais qui pour moi est vraiment secondaire. Vraiment secondaire. Expérimenter le prana par la nourriture, par la pause alimentaire, et là forcément la santé revient, tous les alignements reviennent, si on a la volonté de mettre en lumière. Ouais, essayez en fait. D'accord, non mais voilà, c'est exactement ça. Hein. Le prana n'est pas une finalité, c'est une conséquence, et surtout que le prana il est déjà là. Donc quel est le problème ou l'enjeu du prana, sinon que de se reconnecter non pas au prana, mais à soi-même. Exactement. À soi-même. Et j'ai fait 2-3 pauses alimentaires de 5, 10, 12 jours, voilà. Un peu tous les ans j'expérimente un peu, et je vois aussi tous les stades qu'on passe par l'ego et le mental, où l'ego veut, enfin le mental veut faire 21 jours, il veut absolument faire 21 jours, et au bout de 10 jours, un gros mal de tête, et là on sent, ça y est, faut remanger, c'est le moment. Et en fait le but n'est pas mental, c'est vraiment, ça doit venir de l'intérieur. Le but est tout sauf le mental. Le mental c'est les grands perturbateurs, parce que derrière le mental il y a l'ego qui dit non, il ne faut surtout pas faire ça, je vais perdre ma place. Comme le disait Einstein, on a mis le serviteur à la place du maître, le mental à la place de la conscience, et c'est une histoire de conscience. Par contre, si à 10 jours de pause alimentaire tu fais un mal de tête, gros mal de tête,
Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut remanger. Oui, bien sûr. Ça peut être, je suis en conflit avec moi-même, une partie veut ne pas manger, maintenir jusqu'à 21 jours, et l'autre dit lâche ta tête. Oui, mais si je lâche la tête, qu'est-ce qui reste? Il reste le vide. Ah, mais le vide fait peur. Comment je fais? Ben, je remplis mon vide avec la pensée, des machins et des trucs, je m'accroche. Or, le processus de pause alimentaire pranique, et puis en fait, quand on regarde bien de la vie tout court, c'est un processus de lâcher prise. Exactement. Et de se laisser guider par la vie plutôt que de contrôler en permanence. Et plus je contrôle, plus je contrarie justement cette libre circulation de l'énergie par des résistances. Et il y a une loi en électricité qui le dit. La loi en électricité qui est exprimée en ohms, qui mesure la résistance dans les câbles électriques, dit que plus la résistance est élevée, moins il y a de l'électricité qui passe. Donc dans le corps c'est pareil, plus je baisse ma résistance qui est le plus souvent là-dedans, plus l'énergie passe. C'est pour ça que les champions sportifs, championnats du monde olympique, les Teddy Riner, Usain Bolt et tous, au moment de la victoire, ils ont le visage relâché, détendu. Ils ont le bras, le corps relâché. C'est pas une crispation. Il n'y a pas de crispation, pour que l'énergie circule. Et les coachs sportifs, les sophrologues sportifs, les kinés sportifs, tout ça le savent et c'est comme ça qu'ils coachent les sportifs. Et nous, on devrait se coacher comme ça. Plus être dans le laisser faire que dans le faire à tout prix. Et plus je fais, plus je suis dans le stress. C'est intéressant. Donc est-ce que nous sommes pour autant plus heureux si on est dans moins de stress ou dans pas du tout de stress? C'est ça la question. Parce que tout le monde faut qu'elle... Enfin, c'est assez focalisé, stigmatisé que le stress est négatif. On a mis une étiquette de négatif sur le stress. Or, le stress est très positif parce que c'est une réaction du corps à nous inviter à s'adapter à la situation. S'adapter, puis peut-être agir, ne pas agir. Voilà, bouger en fonction. À bouger. S'adapter voulant dire gérer, pour retrouver son équilibre. Quand j'ai géré, j'ai retrouvé mon équilibre. Or, souvent, le stress, il est plus compensé d'une manière ou d'une autre que géré. En différant ce dont il était question de gérer, en mettant une couche qu'on appelle manger, fumer, boire pour atténuer les effets du stress. Mais l'objet du stress n'est pas forcément géré. D'où les procrastinations et tout ça. Et quand c'est géré, des fois c'est géré en forcing. Donc c'est encore sous l'effet du stress, avec trop de mental. Mais quand je ne suis pas stressé, est-ce que je suis heureux pour autant? La grande question, parce que être heureux, pour nous c'est une définition individuelle. Chacun a sa définition d'être libre, être heureux. Quelle est pour toi la définition d'être libre et heureux? La liberté seule avec soi-même n'est pas forcément une liberté, c'est toujours, il me semble, en relation avec l'entourage, l'environnement. Être libre seul avec soi-même, c'est une chose, mais est-ce que c'est une véritable liberté? Puisque personne ne vit véritablement seul. Il y a toujours à un moment donné, même la personne qui est divorcée, qui vit dans sa maison dans le fond de la forêt, à un moment donné, elle est en relation ou confrontée à l'entourage social, professionnel, quand elle va en ville une fois pour chercher des fournitures de première nécessité ou autre, il y a toujours un relationnel quelque part. Donc la liberté, c'est, il me semble, en relation par rapport à son extérieur. Être bien avec soi et son entourage. Voilà, donc la liberté, implique aussi la notion du positionnement, de l'affirmation de soi, justement envers soi-même, envers ses besoins, ses envies, mais aussi dans le respect de l'autre. L'affirmation ne veut pas dire écraser l'autre ou se soumettre face à l'autre. Ça implique ça, la notion de la liberté. Et évidemment, la nourriture pranique, l'état pranique, fait gagner ou regagner largement en priorité cette fameuse liberté. Davantage, bien plus de liberté. Regardez, quand vous mangez, tout le temps que vous passez à manger. Impressionnant. Il faut déjà travailler pour gagner son salaire. Ça, c'est déjà beaucoup de temps. Après, il faut aller faire les courses. Acheter une voiture. Voilà. Oui. Voilà. Vous avez une voiture, vous allez en bus, en vélo. Au début, moi, j'allais avec le sac à dos et le vélo dans mes jeunes années. Bon. Mais il faut quand même aller au magasin. Il faut faire le tour des rayons, il faut choisir. Il faut avoir l'argent. Des fois, on n'a pas l'argent, il faut payer. Et puis, faut stocker dans la cave, dans les étagères, dans les placards.
Et puis après, il faut sortir des casseroles, il faut cuisiner. Puis quand on ne sait pas, il faut chercher des recettes et tout ça. Bon. Puis après, on mange. Puis après, on digère. Donc, On faut fait la dormir. vaisselle. Faire la vaisselle. Il faut ranger la vaisselle. Après, Essuyer. Essuyer, manger. Après, il faut surtout dormir parce que ça prend du temps. Plus vous mangez, plus vous digérez, plus c'est fatigant. Donc, il faut dormir. Le sommeil, il est surtout expliqué par deux choses. Qu'est-ce qui justifie à ce point tant de sommeil, c'est-à-dire en moyenne 6-8 oui, 6-8 heures par nuit, par période. Un tiers de notre vie, nous le passons à dormir. Voilà, c'est ça. Hein. C'est le fait de manger qui brûle beaucoup d'énergie et les émotions qui sont mal gérées, qui sont énergétivores et qui sont fatigantes. Et souvent, le fait de manger, de prendre de la nourriture à l'extérieur, ça vient combler une émotion, ça vient nourrir une émotion. Donc ça en rajoute au fait de ne pas gérer l'émotionnel et de manger trop souvent, trop mal. Donc il y a dormir, n'oublions pas, il y a aussi passer au WC. Oui, éliminer. Éliminer. Et tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, donc c'est beaucoup de temps. Donc quand vous êtes dans cette autonomie alimentaire, de se nourrir bien plus en conscience au point de n'avoir quasi plus rien à manger ou de ne plus rien manger, c'est encore une question de liberté versus conditionnement, malgré tout. Eh bien, vous retrouvez de la liberté, beaucoup de liberté. Et cette liberté peut faire peur. Oui, on peut se demander qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Ouais, quand je suis en pause alimentaire, j'ai l'impression que le maintenant s'étire vraiment, déjà au niveau de la notion du temps, c'est du tout la même. Et vu qu'on mange plus, on élimine plus, on fait plus les courses, mais on a l'impression que le temps est vraiment immense. Alors, dans une journée, on a vraiment beaucoup de temps. Et puis socialement, on se demande où on se place. Parce qu'on n'est plus aux mêmes horaires que les autres, de ceux qui nous entourent. On va plus à table forcément avec eux. Ou alors on y va mais on mange pas, donc on n'est pas non plus dans le gros partage qu'il peut y avoir. On se demande un peu, on se retrouve un peu seul et on sait pas trop où on se situe, quoi. Mais cet inconnu, ce vide peut faire peur, oui, je pense. Peut faire peur et peut réconforter aussi, de se dire je suis seul, quoi. Je suis bien seul. C'est peut-être moins fréquent, mais souvent fait peur parce qu'effectivement, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Et manger, ça permet de passer aussi le temps. Et puis ça, c'est un point extrêmement important, c'est de la perception ou non de la différence envers l'autre. Que soit c'est perçu étant comme une différence, c'est-à-dire je mange très peu, pas du tout la même chose, ou plus du tout comme les autres, ou plus du tout point final, fait qu'il y a quelque part un décalage avec l'autre, qui sera d'autant plus perçu à son niveau que l'autre nous le renvoie, que nous le vivons mal. Donc plus nous vivons bien cette différence, et c'est pas tellement la question du prana, c'est vous êtes noir, vous êtes obèse, vous êtes homosexuel, vous êtes vieux, vous êtes squelettique, enfin anorexique, vous êtes je sais pas quoi, handicapé. Plus vous le vivez bien, plus vous renvoyez ça à l'autre, et plus vous invitez l'autre dans votre vibration à être cool avec vous. Moins vous êtes à l'aise avec un changement dans votre vie, plus vous renvoyez vibratoirement, intuitivement à l'autre ce malaise et il va vous le renvoyer et ça rajoute à votre malaise. J'ai connu ça fin 2012, j'ai connu ça. Donc faut être bien, faut être cool, faut rien forcer, surtout pas avec le mental. Non, puis surtout être bien avec soi. Bien avec soi et le baromètre c'est le corporel, donc écouter le corps. C'est vraiment ce qu'on invite à faire nous sur notre chaîne, c'est écouter le corps plutôt que la tête, puisqu'en général si on a une douleur, c'est le corps qui nous parle. C'est le corps nous parle, mais on n'est pas en train d'écouter le corps, vu qu'il y a une douleur. Donc de placer sa conscience sur la douleur et juste voir pourquoi elle est là, ce qu'elle veut dire, comment le corps nous parle. Avec toutes les mésinterprétations de ce que tu viens de dire, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire, donc je cherche, écouter, donc je réfléchis, et tout ça dans l'optique de vouloir un résultat qui est que ça disparaisse. Et tout ça, ce sont trois grandes impasses du comment ça se fait que ça ne marche pas, ce que tu dis là. Oui. Les paradoxes de la vie. Parce qu'au bout d'un moment, ça nous montre aussi que non, c'est pas toi qui es aux commandes, tu peux pas gérer. Arrête de vouloir gérer, laisse faire. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Encore avant-hier, j'ai un stagiaire qui me demande une séance individuelle et qui a une 60aine d'années,
qui ressent une douleur dans le ventre. Alors il est en pause alimentaire, aujourd'hui c'est J8 pour eux. Et alors une douleur ventre, ça peut être un retard de l'élimination du transit, un bol alimentaire résiduel, une petite constipation, il peut y avoir plein de choses, ça travaille, c'est du vivant, entre le ventre digestif, le ventre émotionnel, le ventre fœtal, parce qu'il y a des mémoires qui peuvent se réveiller, il peut se passer plein de choses, d'où les émotions, et il me demande une séance individuelle. Et finalement, on connecte l'émotionnel de son ventre, il se met à pleurer, il a une soixantaine d'années, c'est un homme très installé dans la société, et pourtant ça redevient un petit garçon, et le petit garçon prend la parole, il prend le relais en disant je ne me sens pas considéré, pas aimé par maman, qui m'a toujours imposé d'être quelqu'un d'autre que moi-même, j'étais pas considéré comme moi en tant que tel, mais il fallait que je sois l'enfant d'eux, et je ne pouvais pas dire les choses, faire les choses, il fallait que je me conforme à. Et on m'a toujours mis une muselière quelque part et j'ai jamais pu être moi-même. Et là aujourd'hui ça ressort, donc j'ai mal au ventre. En le reconnectant au ventre, en permettant dans le décodage psychosomatique que ce ventre, cette douleur, cette tension s'exprime avec la voix de l'enfant, qui est la mémoire en fait stockée là, et bien le ventre a retrouvé son équilibre, son alignement, s'est résorbé dans sa tension et de nouveau, là le stagiaire a ressenti un bien-être, un apaisement. Le visage l'ayant exprimé, il s'est retrouvé avec lui-même. Dans le laisser-faire, la libre expression du corps, conscientisé. À défaut de quoi, si nous ne faisons pas ça, miam miam. Oui. Tout de suite. Hein, ou alors fumer, boire, tout ce que vous voulez. Quoi. Et le fait de manger va peut-être calmer une douleur ou une émotion, puisque ça peut-être mettre un masque, mettre une béquille, comme la cigarette, le café, l'alcool. Avec les conséquences du trop manger, trop souvent, trop mal, par exemple le diabète, le cholestérol, le machin, les trucs. Et le diabète, trop manger. Trop manger ou... Et aussi émotionnellement. Ou pas digérer l'émotion. Hein, par exemple, précisément en 2014, un stagiaire non-voyant et diabétique veut faire un stage pour être pranique, pour ne plus manger, pour ne plus faire ses piqûres d'insuline. Ah, pas mal. Ça demande beaucoup de choses là. Toi, la future prochaine peut-être infirmière Avec grand espoir de Gabriel. de la santé holistique. Voilà, ah oui, ça je veux bien. En fait, tu as basculé dans la prévention. Oui, c'est ça. Donc c'est super. Oui. Moi j'ai arrêté infirmier pour être dans la prévention, pour être dans l'éducation à la santé. Avant même de parler du spirituel, développons la santé. Plutôt que d'aller prendre les médicaments et aller voir le médecin. C'est bien, mais si on peut éviter, c'est mieux. Ah, oui, puis surtout. C'est aussi une béquille. Oui. Au même titre que. C'est un outil qui permet de potentiellement cheminer vers le mieux-être. Mais Voilà. c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus rapide. facile, simple. C'est vrai que la médication à vie, moi, c'est pas que moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a d'autres solutions que la médication à vie. Je pense pas qu'on est conçu pour prendre des médicaments. Alors c'est un bel outil, mais tu l'as tout le temps mis comme ça. Surtout que, alors une fois encore, c'est pas une critique contre le système médical, Non, bien sûr. pharmaceutique. Il faut, et ça permet aussi de récupérer bien des gens, de sauver bien des vies, etc., etc. Mais le gros inconvénient quand vous avez derrière la sécurité sociale qui rembourse, c'est que ça n'invite pas les gens à être acteurs de leur santé et autonomes et à gérer leur santé en termes de prévention. Vous avez ce stagiaire responsable, non-voyant diabétique qui veut faire ce processus. Donc il a fait précisément 7 jours en 2014 et 2 semaines en 2015. Et il m'a supplié pour que je lui fasse une séance pour son diabète, en plus de ce que l'on faisait dans le cadre du processus pranique en termes de séance collective. Il m'a supplié parce que je n'avais pas envie, je voulais pas, je ne suis pas là pour soi-disant guérir les gens ou leur faire croire que je vais les guérir. Parce que nous avons tendance à penser que la personne qui est dans l'accompagnement pranique a tout résolu. Oui. C'est Dieu en personne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Hein, le gourou, le substitut du médecin. Voilà. Encore ce matin, une stagiaire me dit j'ai tendance à te mettre sur un piédestal. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. J'ai encore entendu ça ce matin. Et je lui fais sa séance. Il me dit tu veux une séance? Je lui dis tu veux une séance sur quoi? Bah, sur mon diabète. Ouais, vas-y, allonge-toi, on y va. Bon. J'écoute. Pas de technique, j'écoute. Je me branche sur son diabète.
je vois sur son diabète un petit garçon de 8 ans qui n'est pas bien. Quel rapport avec le diabète? Alors qu'il a de l'insuline rapide et de l'insuline lente à ce moment-là. Qui est très diabétique. En plus, ouais. Voilà. Alors, dans le jeu de la relation d'aide soignante, thérapeutique, ou non, parce que l'éducateur en foyer de personnes âgées, l'animateur ou autre, dans le social, il est aussi dans la relation d'aide et ce n'est pas du thérapeutique ou au sens médical. En tout cas, dans cette interrelation, je lui demande, il est en relaxation, il est allongé, il a les yeux fermés, il est branché sur son pancréas, je lui demande, ça va, ça se passe bien, comment tu vis ton état de détente, est-ce que ton corps te parle? Il dit ça va, machin. Et comme je vois l'enfant de 8 ans, je lui dis, depuis quand t'es diabétique au fait? Oh ben à peu près avant l'âge de 10 ans, entre je sais plus trop, à peu près 8 ans, 9 ans, 6-10 ans, quelque chose comme ça. Et je lui dis depuis quand t'es non-voyant? Il me dit ben depuis que mes parents ont divorcé. Mais ils ont divorcé, t'avais quel âge? Ben j'avais 8 ans. Voilà. Choc émotionnel, traumatisme émotionnel, c'est reconnu par la médecine. Oui, bien sûr. La médecine reconnaît un diabète de type émotionnel, mais qui va être traité comme des diabétiques insulino-dépendants, c'est-à-dire piqûre d'insuline, alors qu'au départ c'est un choc émotionnel. Et l'expérience montre que ce stagiaire-là, d'avoir préparé ces deux processus, 7 jours en 2014, 15 jours en 2015, avec du manger mieux végétal, qui fait fonctionner beaucoup moins fort le pancréas et l'intoxiquer beaucoup moins bien avec la nourriture industrielle, plus les pauses alimentaires dont on sait avec le prix Nobel de médecine de 2016 que c'est bon pour la santé, autorégénération, autolyse, autophagie, et que le prana, la particule de lumière qui est la particule de vie, amène de la vie, dans quelque chose qui est souvent dit trop tard du corps médical. Vous avez vu l'exemple de Gilles qui a guéri sa pancréatite, voilà, et qui est 100% pranique, qui boit une tisane de temps en temps. Eh bien, ce stagiaire-là, quand je suis allé le chercher en août 2015 à la gare, c'était dans les Vosges, la première chose qu'il m'a dit en rentrant dans les voitures, mon médecin me prend pour un fou. Il n'a jamais vu un diabétique faire des stages comme ça. Et en plus, eh ben, depuis l'année d'avant, je ne prends même plus d'insuline rapide. J'ai plus que de l'insuline lente et j'ai plus d'insuline lente et je prends plus que de la rapide et j'ai beaucoup moins en quantité que l'année d'avant. Voilà. Voilà, ouais. Alors après, il n'est pas forcément guéri et il est toujours non-voyant, il est peut-être encore diabétique à cette heure-ci, mais ça a eu une nette évolution, amélioration de sa santé et de son diabète. Ce qui est constaté par ailleurs, c'est que ce gars-là qui était étudiant en cité universitaire, quand il était invité par les copains à manger des pizzas, bah son diabète il reflambait, il devait augmenter les doses d'insuline, bien sûr, et qui pouvait diminuer quand il passait au végétal, par exemple. Donc c'est toujours pareil, c'est gestion de la santé, en conscience, écouter le corps. Bon, quel est le meilleur des médicaments dans tout ça? Est-ce que c'est écouter le corps? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est le fruit et légumes? Est-ce que c'est le prana? Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est rien de tout ça. Oui, rien. Ça dépend de chacun. Nous, on invite les personnes à s'orienter, à se poser la question, est-ce qu'il y a une cause physique? Est-ce que physiquement tout va bien? Est-ce que émotionnellement tout va bien? Est-ce que mentalement tout va bien? Spirituellement tout va bien? Pour moi, c'est rien de tout ça. L'ingrédient ou le médicament le plus efficace n'est rien de tout ce qu'on a évoqué. Ce n'est pas là. Mais ça peut être là aussi. Le médicament le plus efficace, c'est tout simplement l'amour. Parce qu'avec l'amour, je m'autorise. Et si je m'autorise, eh bien, je m'accorde le meilleur. Bon, voilà, donc la santé, c'est une chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la santé? Pour autant, est-ce qu'on est heureux? On tourne en rond là-dedans. C'est ce qu'on partage aussi aux gens, c'est ils veulent, les gens qui viennent nous voir en général ont des problèmes de santé, ils veulent enlever la douleur. On leur dit, mais tu veux enlever la douleur, d'accord, mais est-ce que tu veux continuer comme tu faisais dans ta vie? Parce que ça, c'est pas possible. Il y a bien quelque chose à mettre en lumière, il y a bien quelque chose qui va changer dans ta vie. Donc de faire prendre conscience, est-ce qu'ils œuvrent par joie, est-ce qu'ils sont bien dans leur vie, avant de vouloir enlever
quoi que ce soit en fait. Mhm. De voir pourquoi c'est là, mais de ne pas continuer dans nos schémas, dans tout ça, sinon après ça revient forcément. Même s'il y a des outils qui permettent de libérer une douleur comme ça, si la personne ne change pas sa vie, si elle continue à avoir des tas d'habitudes qui ne lui correspondent pas, bah, la maladie, la douleur peut revenir. On peut revenir ou se déplacer. Oui, ou se déplacer aussi. C'est le principe de la somatisation. Donc, admettons, pour toutes ces personnes qui sont en pleine santé, est-ce que pour autant elles sont heureuses? Parce que d'être en pleine santé, est-ce que c'est le gage forcément Non. du Pas bonheur forcément. que d'être en pleine santé? Pas forcément, mais pour nous, enfin pour moi, Ça commence par là. ça commence par là et c'est un état de base. La pleine santé est un état de base. C'est pas quelque chose qu'on atteint, quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui est déjà là, déjà On présent. retrouve. On retrouve la pleine santé, on l'atteint pas, on va pas. Quand on évoque la pleine santé, ça m'évoque pleine conscience. Gérer en conscience sa santé et l'optimiser. Mais ça m'évoque aussi le caducée de la santé, ou le caducée de la médecine, qui est la même chose. Eh bien, le caducée de la santé, quand on regarde, c'est aussi, en lecture possible, l'anatomie énergétique subtile. Le canal central de la santé, le canal central de la conscience, qu'on appelle Shushuna en sanskrit. À la base de Shushuna, le sacrum, c'est sacré justement. Qu'est-ce qu'on a dans le sacrum? Kundalini, énergie de vie. Et nous avons le double faisceau, Ida Pingala, féminin-masculin, avec les chakras. Les médecins vont dire, bah, c'est le caducée de la médecine, on prend le venin du serpent, on fait des médicaments. Terminé. Voilà, et c'est fini, c'est à peu près ça. Médecin, pharmacien, kiné, infirmier, parce qu'on a oublié tout ça. Oui, c'est ça. Et on a oublié tout le côté préventif de la pleine conscience corporelle, qui est à l'écoute du corps, c'est de ce dont nous avons besoin. La Kundalini avec les deux, donc l'énergie masculine, féminine, enfin on peut aussi. Voilà. Moi, j'ai cette stagiaire qui nous racontait qu'elle est allée marcher, elle s'est retrouvée devant des orties. Eh bien, elle a passé sa main au-dessus des orties et elle a demandé que l'ortie lui injecte vibratoirement du silicium en prévention de son ostéoporose ou je ne sais plus quoi pour ses os, renforcer ses os. Et elle s'est branchée sur la conscience végétale pour que la conscience lui injecte ce dont, vibratoirement bien sûr, Au niveau de la fréquence. voilà, au niveau de la fréquence, ce dont le corps peut-être avait besoin. Ben voilà. On est allé. Tout simplement. Oui. On a rencontré Alexandre Ferrand qui lui branche les plantes électriquement pour écouter en fait ce que les plantes ont à lui raconter. Il y a un clavier démo, un clavier de musique, etc. Et là, les plantes, il disait, bah voilà, j'ai branché sur une ortie et je lui ai dit, bah est-ce que juste je peux te caresser sans que tu me piques? Et donc l'ortie n'a pas du tout piqué. Ou est-ce que tu peux enfin, voilà, réagir à ce que je te dis, etc. Et en fait, bon, il y aura l'interview très bientôt. C'est très intéressant de voir comment les plantes réagissent et la conscience qu'elles ont. Et il voyait aussi la différence entre les plantes d'intérieur et les plantes d'extérieur qui réagissaient différemment aux humains. Et qui était dans la pièce, comment les humains se présentaient à elle, comment... Ah mais c'est fabuleux. La conscience du végétal. Voilà, c'est fabuleux. Vous avez pour faire un pont avec le prana, vous avez cette très belle fin de ce film très particulier qui est The Fountain, la fontaine. Oui. À la fin, comment ça se termine? Le gars, il est dans les plans parallèles, les dimensions parallèles, dans le cosmos, et il allait méditer toujours au pied de l'arbre, l'arbre de vie, pour trouver l'élixir qui allait guérir sa femme qui mourait d'un cancer. C'est un chercheur. Et il plante l'arbre avec son couteau, il y a de la sève qui s'écoule, il avale de la sève et finalement il s'allonge parce que c'est trop fort et plein de pousses, de feuilles, de lierre poussent du ventre, sort du ventre. Symboliquement parlant, nous sommes dans le thème de la nourriture pranique. Bien sûr. Bah oui, je me rappelle un soir dans mon lit, j'ai vécu la même chose. Oui. Oh là là, il faut appeler la psychiatrie, il faut m'envoyer... Quoi? Non mais vibratoirement, j'ai vécu la même chose dans mon lit. Exactement la même chose, ça poussait, ça sortait de partout. C'est une reconnexion au vivant.
C'est fantastique. Mais rien qu'avec une plante du noisetier, là, juste d'être à côté, d'avoir conscience qu'il est là, Qui chante avec ses feuilles, qui nous il- ça émet de toute façon une vibration, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Voilà, nous, ça vient nous remplir aussi de quelque chose, on ne sait pas quoi. On le sait maintenant, il suffit de regarder légèrement comme ça en perdant le regard au-dessus de l'arbre ou de la forêt, de distinguer l'aura. Et puis ça se voit. Enfin, je sais pas si. Ça se voit, tout le monde ne le voit pas. Et vous savez pourquoi tout le monde ne le voit pas? Indépendamment de j'y crois ou j'y crois pas. Bah, il y a le brouillard de fumée, l'écran de fumée du mental qui peut être là. Voilà, c'est-à-dire que ça renvoie, oui, ça marche ou ça marche pas, en fonction, c'est comme l'hypnose, hein, je veux pas que ça marche ou j'y crois pas, c'est des conneries, mais c'est surtout l'alimentation qui pose un voile sur le subtil. Et qu'en fonction de votre alimentation, vous mangez junk food, vous allez voir beaucoup moins de subtil, vous mangez du plus, gras sur les arbres. vous mangez végétal, vous allégez la nourriture, vous allégez la vue parce que vous prévenez le côté baisse de vue aussi à terme, et vous voyez tout de suite mieux. Ouais, on invite les gens à aller se balader en forêt. On leur dit, allez vous promener, allez voir les arbres. Rien que ça va vous faire du bien, quoi. D'être au contact du verre, du bois, Bah, de la terre. Ça va ancrer, en plus les arbres sont des maîtres, hein, avec les racines, l'élévation, se lâcher prise de tous les ans, je perds mes feuilles, ça revient. Le verre va agir sur le foie, décharger l'électricité qu'on peut avoir, les ondes électromagnétiques, il y a plein de trucs qui peuvent se passer en forêt. L'arbre est un sujet d'inspiration fantastique et vraiment un maître en tant que tel pour nous les humains, parce que il nous suffirait d'être davantage arbre pour que nous résolvions bien des tensions, soucis, décalages, déséquilibres, problèmes de santé et autres, avec ce qui le caractérise déjà, l'ancrage. Très peu de gens sont ancrés. Beaucoup trop de gens sont dans le mental, et plus on est dans la tête, et moins on est relié au sol, et ça commence là. C'est une piste, une potentialité, mais c'est pas un but. Bah, c'est un potentiel, ça fait partie de la dotation spirituelle de l'être humain, qui n'est pas un être humain, mais un être spirituel faisant une expérience d'être humain, une expérience humaine sur Terre. Mais la dotation spirituelle de l'état pranique, c'est comme celle d'être complètement clairvoyant ou complètement dans la maîtrise du voyage astral, comme Mark O'Byrne, par exemple, qui voyage en astral comme ça, ou de gens qui tordent les cuillères ou qui font de la lévitation. Mais c'est pas parce qu'il existe ça qu'il faut forcément l'atteindre, le vivre, parce que dans ce cas-là, c'est l'ego qui prend le relais. Et c'est pas la clé du bonheur, c'est pas au niveau de l'ego que ça se passe. L'ego, c'est un outil, comme le mental. Et si notre vie est dirigée par l'ego, ça crée, enfin pour nous, ça crée la souffrance. Ça crée la frustration, la tension, le conflit, voire la souffrance et même la maladie. Et puis parfois, et puis parfois, parce que je regarde un petit peu ça en ce moment, vous avez ce célèbre joueur de football américain qui a terminé en prison pour avoir fait assassiner ou assassiner lui-même sa femme. Enfin, il y a des horreurs aussi de cet ordre-là au niveau de l'incarcération. Tout ça dû à l'ego. Alors qu'est-ce que l'ego? Il faudrait en parler, mais bon, on stigmatise l'ego, mais l'ego n'est pas une bête noire pour autant. Il est utile aussi. Là, pour moi, on a un chemin avec des millions de scénarios possibles, mais c'est là où on veut exprimer notre joie, où on est libre, heureux, tout ça. Un peu comme un GPS, quoi. Un peu comme un GPS, Donne la une route. grande ligne droite. Et comme le GPS d'une voiture. Des fois, il y a un chemin 2 minutes plus long. Et en fait, dès qu'on choisit par l'ego, dès qu'on choisit par le mental, ça décale un peu de cette ligne, et ça crée l'ego, la souffrance, cette distance, peut créer aussi la maladie. Et la vie veut juste nous ramener, comme le GPS, veut nous ramener le plus rapidement possible à notre point B. Si on écoute notre intuition, on revient sur cette ligne, et du coup, la vie se remet en marche. Et il n'y a plus douleur, maladie, problème. Voilà. C'est un peu... C'est notre idée. Ouais, c'est un peu des raccourcis, mais c'est peut-être une idée. Après, l'ego a aussi ses avantages et qualités, parce que vous avez bien des chefs d'entreprise qui, par défi propre à l'ego, ont été pilotés complètement par l'ego, mais ont permis d'embaucher du monde et de faire vivre des familles derrière et de participer à l'économie de marché grâce à l'ego.
Oui, donc il n'y a rien à rejeter en fait. C'est pas. C'est une question d'équilibre. Oui, c'est ça. L'ego n'est pas forcément 100% négatif, c'est juste d'en avoir conscience et de le canaliser pour ne pas être dominé par lui. Si on n'avait pas d'ego, on ne pourrait pas se parler. De toute façon. On saurait qu'on ait la même conscience qui se parle et qui écoute en même temps. Donc on ne pourrait pas vivre notre incarnation. On est venu expérimenter aussi la dualité, le fait d'être séparé pour se reconnaître. Est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que les plantes qui communiquent par les racines et puis par la voie aérienne au niveau des senteurs, des graines et tout ça, les plantes, les arbres, les fleurs n'ont pas d'ego? Intéressant ça. Est-ce qu'elles auraient un ego ou pas, elles? Ce serait de l'ego de dire que les plantes n'ont pas d'ego. De l'ego végétal. Après, elles savent, les plantes savent entre elles qui est la mère, il y a vraiment des familles qui se créent. Peut-être qu'il y a, c'est peut-être pas de l'ego, mais c'est une autre conscience complètement différente. Voilà, dans le sens où s'il y a une notion de famille, il y a une notion d'identification, qui est le début de l'ego. Oui, mais est-ce que le noisetier sait qu'il est noisetier? Parce qu'en fait, c'est nous qui avons dit tu es noisetier. Oui, complètement. Et vu qu'il n'a pas de miroir pour voir qu'il est noisetier, ça se trouve, il ne le sait pas. Comme un peu nous, on est tous dans le même diamant, mais on est tous une facette du diamant en regardant à l'intérieur. Donc on ne voit pas de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, mais bon, ça peut faire violence de dire wow, je suis là, ok. Voilà, donc nourriture pranique, nourriture de la conscience, nourriture de l'écoute du corps, du respect du corps, de se relier à soi et de se relier en conséquence au tout. Comment est-ce qu'on peut correctement se relier au tout si on ne se relie pas à soi? Laisser faire, c'est décrisper la machine, décrisper, relâcher le mental, ouvrir et ça circule mieux. Ça rejoint les grands principes de la médecine chinoise, beaucoup d'énergie qui circule de façon libre et harmonieuse en relâchant. D'où le tai chi de toutes ces personnes âgées qui entretiennent la souplesse, la détente des tissus pour que l'énergie circule. Bon, ben voilà, je crois que tout est dit. Santé, spiritualité, et puis résultant, la joie de vivre, une certaine notion de la liberté. La liberté dans l'absolu, soit elle n'existe pas parce qu'on a toujours une contrainte quelque part, les lois, porter le masque par exemple, soit cela n'est plus un problème parce que la conscience n'est plus la pseudo-conscience mentale qui voit que des problèmes à tout, c'est-à-dire la dualité, et là il n'y a pas de liberté quand c'est tout le temps la dualité à tout. Oh, il fait trop froid, il n'y a pas de soleil, oh oui, il fait trop chaud, etc. Mais par rapport au masque, si on accepte de porter le masque parce que c'est problème. obligatoire, c'est plus un problème, mais on est quand même libre de ça. Ce n'est plus un problème. Vous êtes libre de ne pas le porter, mais on va pas vous... Non, après il y a amende et tout ça, mais on est libre aussi, quand on le porte, de dire non, ça ne m'affecte pas. Et... Donc, c'est pas... Le problème ou l'enjeu n'est pas ce qui est vécu, c'est comment c'est vécu. Dans quelle disposition avec soi-même c'est vécu. Donc, je me surprends, moi qui mets toujours le moins possible le masque, dès que je sors d'un magasin, je l'enlève, je le mets à la nuit, tu rentres déjà rentré dans le magasin, mais il faut le mettre. Et je me surprends à sortir du magasin, arriver à la voiture et avoir encore le masque, c'est-à-dire que je l'ai presque oublié. Non pas que je m'y suis habitué, mais que comme c'est pas un problème, c'est pas présent. Enfin, c'est pas un problème. Et je pense à tous les niveaux dans notre vie, on peut décider de cette liberté de ne pas être affecté par l'extérieur, à partir du moment où on est bien en soi. Voilà. Moi, c'est un peu ça la liberté aussi, c'est de faire ce que j'ai envie, d'exprimer ma joie et que rien de l'extérieur ne me gêne en ça, et au contraire m'aide en ça. Donc liberté, la liberté, ce n'est pas tellement la société, et ce qu'elle va nous rendre possible ou pas de faire, nous restreint. Ma mère disait, la France, la pays des libertés, c'est de moins en moins le cas. En attendant, c'est de moins en moins le cas, et pour autant... On n'a quand même jamais vécu autant en sécurité qu'en France. Oui, il y a 100 ans, il y avait d'autres problèmes. Il faut savoir aussi voir tout ça, et puis moi, ça ne m'a pas forcément rendu plus malheureux que d'habiter toujours en France. Donc la liberté, c'est d'abord un état de conscience et un état de non-dualité le plus grand possible envers ce que nous vivons au quotidien. Sinon, on peut voir que des problèmes à tout, et dans ce cas-là, on ne voit plus
un pays de sécurité, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de tremblement de terre, où il n'y a pas de famine, où il y a plus que l'abondance dans les magasins, même s'il faut travailler pour se l'acheter. Et donc, où est le problème finalement? Le problème, il est avec soi-même. Tout le temps. D'abord. Problèmes et solutions sont en nous, Voilà. rien à l'extérieur. Ben, les grands sages de l'Inde l'ont toujours dit. Hein. Nous sommes la clé de notre mieux-être comme de notre mal-être, souffrance, etc., etc. Et les autres, finalement, ne sont que de l'interactivité et du miroir, pour mieux se voir au travers d'eux. Donc merci à tout ce que nous pouvons vivre de désagréable. Même si sur le coup, c'est pas... Ah, mais le désagréable vient nous faire bouger, justement. Et si on est tout le temps dans des énergies dites positives, il n'y a pas de bien de mal, mais si c'est agréable tout le temps, ça nous caresse dans le sens du poil, on est bien, on ne bouge pas, on reste dans l'agréable. On s'endort. S'endort, oui. Oui. C'est grâce au désagréable que ça nous fait bouger, que ça nous fait agir, que ça nous fait... C'est tout simple. Hein. On ne se rend pas compte à quel point c'est un bonheur d'avoir ces deux jambes qui fonctionnent. À tel point que quasi personne ne remercie ces deux jambes. Quasi personne n'embrasse ses mains pour tout ce que nous pouvons faire au quotidien grâce à nos mains, pour les remercier. Quasi personne ne demande à son corps s'il est d'accord pour faire tout ce que nous faisons avec le corps, grâce au corps. Par contre, le jour où nous avons une jambe cassée, là on peste, là on n'est pas content. Et on veut encore arriver à lui imposer de marcher avec les béquilles ou autres, trouver une solution. Et après on va devoir remercier qu'elle soit cassée, que ce soit une bénédiction. Et c'est vrai. Parce qu'on aura compris que... Et c'est là où certaines personnes, bien des personnes, remercient leur maladie chronique dite incurable, sclérose en plaques et autres. Endométriose. Parce que grâce à tout ça, elles initient un chemin de plus grande connaissance, conscience avec elles-mêmes, grâce à la maladie. Ben, elles ne sont plus dans la lutte et le combat, elles sont dans l'accueil. À partir du moment où on remercie, d'ailleurs quand on remercie quelqu'un dans une entreprise, on lui dit au revoir. Au revoir. Quand on remercie quelque chose, merci, c'est bon, j'ai compris, hop, on peut passer à autre chose. Voilà. Cool. Vive la vie. Vive la vie. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir reçus. Merci à vous. Et puis, ma foi, bon appétit pour croquer la vie à pleines dents. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.